Je m'appelle Lucas, et je suis ce qu'on pourrait appeler un passionné de collection. Pas les timbres ou les pièces de monnaie que tout le monde accumule, non. Moi, je cherche l'étrange, l'unique, ces objets qui semblent porter en eux une histoire qu'on ne raconte jamais. C'est ainsi que je passe des heures sur les marketplaces, scrutant les moindres recoins à la recherche de quelque chose qui m'appelle. C'était une nuit comme les autres. Mon écran éclairait faiblement ma chambre, et mes yeux fatigués parcouraient une liste interminable de ventes. C'est alors que je suis tombé sur cette annonce. Pas de titre accrocheur, pas de description flamboyante, juste ces deux mots, collection rare. Les photos montraient une boîte en bois, usée par le temps, ornée de symboles que je n'avais jamais vus. Ce n'était pas particulièrement beau, mais il y avait quelque chose. Une sensation étrange, comme si la boîte m'observait à travers l'écran. L'annonce était frustrante. Aucun détail, aucune information sur le contenu, juste un prix dérisoire, comme si le vendeur voulait s'en débarrasser à tout prix. J'ai hésité quelques secondes, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai cliqué sur « Acheter » sans poser de questions. Après tout, qu'est-ce que je risquais? La confirmation d'achat est arrivée dans ma boîte mail presque instantanément, mais une chose m'a marqué. Le vendeur n'avait pas de nom. Seulement un identifiant étrange composé de chiffres et de lettres aléatoires. J'ai essayé de retourner sur son profil pour voir ses autres articles ou ses évaluations, mais tout avait disparu. Plus de traces. Je me suis dit que c'était sûrement un bug, rien de plus. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Pas à cause de la boîte, bien sûr. Du moins, c'est ce que je pensais. Pourtant, une sensation de malaise me rongeait lentement, comme si j'avais ouvert une porte que je n'aurais jamais dû franchir. Le colis est arrivé 2 jours plus tard, déposé sur mon paillasson comme n'importe quel autre achat en ligne. Pourtant, dès que j'ai vu la boîte, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'étrange. Elle semblait plus ancienne que sur les photos, comme si les années s'étaient accumulées pendant son trajet jusqu'à chez moi. Les symboles gravés sur le bois étaient beaucoup plus nets, presque récents, et je pouvais sentir sous mes doigts les rainures profondes des entailles. Lorsque je l'ai ramené à l'intérieur, une odeur métallique envahissante s'est dégagée, âcre et désagréable, me rappelant vaguement du sang séché. J'ai hésité un instant, mais ma curiosité a pris le dessus. Je me suis assis à ma table, les mains légèrement moites, et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, un anneau. Pas un bijou élégant ou précieux, mais un cercle grossier en métal noirci, surmonté d'une pierre terne, presque opaque. Je l'ai pris entre mes doigts et un frisson glacé a parcouru mon bras, me figeant sur place. L'anneau semblait aspirer la lumière autour de lui, comme si la pièce s'assombrissait légèrement. Je l'ai reposé sur la table, essayant de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais quelque chose me perturbait. Ce n'était pas tant l'apparence de l'objet, mais plutôt la sensation qu'il dégageait. Comme si je n'étais pas seul dans la pièce. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'être fasciné. Qui aurait fabriqué un tel objet? Et pourquoi l'avoir enfermé dans une boîte ornée de ces symboles étranges? En cherchant des réponses, je n'ai rien trouvé de particulier sur le vendeur. Tout semblait avoir été effacé après mon achat. Cette nuit-là, je n'ai pas osé toucher l'anneau de nouveau. Je l'ai laissé sur la table, retourné dans ma chambre et j'ai essayé de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. J'avais l'impression qu'un poids oppressant s'était installé dans ma maison, une présence sourde et lourde, qui semblait me suivre dans l'obscurité. Le lendemain, tout a commencé. Des choses si insignifiantes, au début, que j'ai presque réussi à les ignorer. Des bruits légers dans le salon, comme si quelque chose se déplaçait. Une porte qui s'ouvrait lentement alors que je l'avais fermée. Je me suis dit que c'était le courant d'air ou ma propre distraction. Rien de plus. Mais les jours suivants, tout a empiré. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. J'avais entendu quelque chose. Pas un bruit vague ou lointain, non. C'était net, des pas, lourds et mesurés, venant du couloir. Je me suis figé, tendant l'oreille, retenant mon souffle. Mais il n'y avait rien. Rien, sauf ce silence étrange, comme si la maison elle-même retenait son souffle avec moi. Le lendemain matin, j'ai trouvé une chaise déplacée dans la cuisine, alors que j'étais sûr de l'avoir laissée contre la table. Les tiroirs de mon bureau étaient entr'ouverts, mais rien ne manquait. Juste, un désordre inexplicable, comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait quelque chose. Puis il y avait les ombres. Je ne savais pas si c'était un jeu de lumière ou si ma paranoïa me rattrapait, mais je voyais des formes furtives passer dans mon champ de vision. Dès que je tournais la tête, il n'y avait rien. Pourtant, la sensation de ne pas être seul devenait de plus en plus oppressante. Les nuits sont devenues un calvaire. Chaque fois que je fermais les yeux, je faisais le même cauchemar. Je me trouvais dans ma chambre, incapable de bouger, et une silhouette se tenait au pied de mon lit. Elle ne bougeait pas,
mais je sentais son regard me transpercer. Elle n'avait pas de visage, juste une ombre indistincte, mais sa présence était écrasante. Je me réveillais toujours en sursaut, couvert de sueur, incapable de me rendormir. Je savais que tout cela était lié à l'anneau. L'idée s'imposait à moi avec une évidence terrifiante. Mais que pouvais-je faire? Le jeter? Le vendre? Et si? Et si ça empirait? Un soir, en désespoir de cause, j'ai décidé de chercher des informations sur les symboles gravés sur la boîte. Après des heures à fouiller des forums obscurs et des sites douteux, j'ai trouvé un début de réponse. Les motifs semblaient liés à des rituels anciens, des sceaux conçus pour contenir quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais une chose était claire, en ouvrant la boîte, j'avais brisé cette barrière. Et maintenant, quoi que ce soit, c'était ici. Avec moi. Je savais que je devais me débarrasser de cet anneau. Peu importe ce qui arriverait ensuite, je ne pouvais plus supporter cette présence oppressante dans ma maison. Alors, une nuit, je l'ai pris, enfermé dans sa boîte, et je suis sorti. L'air glacial de l'extérieur m'a donné l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à un pont au-dessus d'une rivière, loin de chez moi. Quand je suis arrivé, il faisait complètement noir. La rivière en contrebas semblait un gouffre sans fond. J'ai ouvert la boîte, jeté un dernier regard à l'anneau, sans réfléchir davantage, je l'ai lancé de toutes mes forces. Le petit objet a disparu dans l'obscurité, avalé par l'eau. Une étrange sensation de soulagement m'a envahi. J'avais l'impression d'avoir rompu un lien invisible, quelque chose qui me tenait prisonnier. Mais cette sérénité a été de courte durée. Lorsque je suis rentré chez moi, l'ambiance était différente, encore plus lourde, plus oppressante qu'avant. Et c'est là que je l'ai vue. Sur ma table, exactement au même endroit que la veille, la boîte était là. Intacte, fermée. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Ce n'était pas possible. Je l'avais jeté. J'avais vu l'anneau disparaître dans la rivière. Tremblant, j'ai ouvert la boîte. L'anneau était revenu, identique, avec cette pierre terne qui semblait me regarder. À partir de ce moment, les événements ont pris une tournure encore plus terrifiante. Les ombres que je voyais autrefois dans mon champ de vision n'étaient plus furtives. Elles restaient là, immobiles, dans les coins de la pièce, me fixant sans bouger. Les sons étaient plus clairs maintenant, des grattements sur les murs, des pas dans le couloir, et parfois, un souffle tout près de mon oreille. Une nuit, alors que j'essayais de dormir, j'ai senti quelque chose s'asseoir au bord de mon lit. Le poids faisait grincer le matelas. Je n'ai pas osé ouvrir les yeux, mais je savais que ça était là, plus proche que jamais. Je me suis précipité sur mon ordinateur pour chercher de l'aide, postant des messages désespérés sur des forums ésotériques. C'est là qu'un utilisateur, un spécialiste autoproclamé des objets maudits, m'a répondu. Il m'a dit que l'anneau n'était pas un simple artefact. C'était une prison, un sceau qui retenait quelque chose. En ouvrant la boîte, j'avais libéré cette chose, et maintenant, elle était liée à moi. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour arrêter ça, mais sa réponse m'a glacé le sang. Vous ne pouvez rien faire. Cela ne vous observera pas pour toujours. Bientôt, ça passera à autre chose. Je savais ce qu'il voulait dire. Et je savais que ce moment approchait. Je ne dormais plus. Je ne mangeais presque plus. Chaque minute passée dans ma maison était une torture. Les ombres, les bruits, les sensations d'être observé, tout cela s'intensifiait. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était que je sentais cette chose devenir plus audacieuse. Elle n'était plus cachée dans les coins sombres ou les limites de mon champ de vision. Elle était là, tout près, toujours à la limite de se manifester pleinement. Une nuit, alors que je fixais le plafond depuis mon lit, trop terrifié pour éteindre la lumière, une ombre a glissé sur le mur. Elle n'avait rien de naturel. Elle bougeait lentement, presque avec intention. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Puis, pour la première fois, je l'ai entendu clairement, une voix. Grave, basse, comme un murmure qui résonnait dans mes os. Tu m'as appelé? Mon corps s'est figé. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. La silhouette s'est avancée, se détachant du mur pour prendre une forme plus tangible, plus imposante. Elle n'avait pas de visage, mais je sentais son regard me transpercer. Un mélange de terreur et de désespoir m'a envahi. Je me suis précipité hors de la chambre, mais chaque pièce semblait plus oppressante que la précédente. Partout où j'allais, je le sentais derrière moi, me suivant, me traquant. J'ai fini par m'enfermer dans mon bureau, le seul endroit où je me sentais encore un peu en sécurité. J'ai attrapé mon téléphone et commencé à enregistrer. C'était ma dernière idée, ma dernière tentative de laisser une trace. Ma voix tremblait alors que je racontais tout, la boîte, l'anneau, les phénomènes étranges, et maintenant cette chose qui semblait vouloir
me posséder. Si quelqu'un trouve ça, ne faites jamais ce que j'ai fait. Ne touchez pas à ces objets. Je crois que c'est la fin pour moi. À ce moment précis, j'ai entendu un grincement derrière moi. Lent, oppressant. La poignée de la porte du bureau tournait. Mon souffle s'est arrêté. La porte s'est ouverte lentement, et l'air s'est alourdi, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Je n'ai jamais eu le courage de tourner la tête pour voir ce qui se trouvait derrière moi. Mais je l'ai senti. Une présence, froide, suffocante, qui s'approchait. Mon enregistrement s'est terminé sur un son, un craquement, comme si quelque chose ou quelqu'un était sur le point de me toucher. Quand ils sont venus chercher chez moi quelques jours plus tard, guidés par les voisins qui s'inquiétaient de mon silence, ils ont trouvé la maison vide. Pas de traces de lutte, pas d'explication. Juste mon téléphone posé sur le bureau, avec cet enregistrement. Et la boîte, fermée, intacte, comme si elle n'avait jamais été ouverte. J'avais toujours été fasciné par les objets anciens, ces témoins silencieux du passé, empreints d'une aura mystérieuse. C'est pourquoi, lorsque je suis tombé sur un miroir vintage en scrolling sur un marketplace, j'ai immédiatement été captivé. Le cadre en bois sculpté, patiné par le temps, semblait murmurer des secrets oubliés. Et le prix, étrangement bas, rendait l'achat presque irrésistible. Sans réfléchir, j'ai envoyé un message au vendeur pour finaliser la transaction. Quelques heures plus tard, j'ai reçu une réponse. L'homme, courtois mais laconique, m'a confirmé que le miroir était toujours disponible et m'a donné rendez-vous devant un immeuble délabré en périphérie de la ville. L'endroit m'a mis mal à l'aise dès mon arrivée. Les façades étaient ternes, les fenêtres couvertes de rideaux jaunis, et le silence ambiant était presque oppressant. Le vendeur, un homme d'une soixantaine d'années, m'a tendu le miroir avec un sourire étrange. Il semblait soulagé, comme s'il se débarrassait d'un fardeau. Alors que je le remerciais, il a murmuré une phrase qui m'a glacé le sang. Faites attention à ne pas l'utiliser la nuit. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il a simplement haussé les épaules avant de s'éloigner rapidement, me laissant seul avec cet objet. Une fois chez moi, malgré l'étrangeté de l'avertissement, j'ai rationalisé la situation. Peut-être était-ce une blague, une superstition quelconque liée à l'âge du miroir. Quoi qu'il en soit, il s'intégrait parfaitement dans mon décor. Je l'ai accroché au mur de ma chambre, ignorant que ce simple acte allait changer ma vie à jamais. La première nuit avec le miroir dans ma chambre, tout semblait normal. Il reflétait simplement l'image du lit, de la fenêtre et de la petite lampe sur ma table de chevet. Pourtant, un sentiment étrange me taraudait. Peut-être était-ce à cause des paroles du vendeur, ou peut-être à cause de ce cadre usé, comme si le bois lui-même avait absorbé quelque chose au fil des années. Malgré tout, je me suis convaincu que ce n'était que mon imagination et je suis allé me coucher. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des choses subtiles, mais troublantes. Parfois, lorsque je passais devant le miroir, il me semblait voir un léger mouvement dans mon reflet. Pas dans le mien, en réalité, mais quelque chose derrière moi. Une ombre, une vibration imperceptible. Je me retournais toujours, mais il n'y avait jamais rien. Un soir, alors que j'étais assis sur mon lit, lisant à la lueur de ma lampe, mon regard a dérivé vers le miroir. C'est là que je l'ai vu pour la première fois, un éclat, comme si quelqu'un s'était déplacé derrière moi à une vitesse fulgurante. Mon cœur s'est emballé, et je me suis figé. Cette fois, je n'ai pas eu le courage de me retourner immédiatement. Je fixais mon propre reflet, attendant que quelque chose se produise. Mais tout était calme. Je me suis approché lentement du miroir, mes mains légèrement tremblantes. Je l'ai inspecté, passant mes doigts sur la surface froide et légèrement trouble, mais il n'y avait rien d'inhabituel. Et pourtant, cette nuit-là, lorsque j'ai éteint la lumière pour dormir, j'ai eu l'étrange impression que le miroir, derrière moi, continuait à refléter une lumière qui n'existait pas. Les jours suivants, mon malaise grandissait. Les mouvements furtifs dans le miroir devenaient plus fréquents, et j'avais l'impression qu'il y avait une présence constante dans ma chambre, silencieuse, mais oppressante. J'ai décidé d'en apprendre davantage sur cet objet. Peut-être qu'il appartenait à une époque particulière ou qu'il avait une histoire intéressante. Après tout, il semblait si ancien. En fouillant sur Internet, j'ai utilisé la photo que j'avais prise du miroir et j'ai lancé des recherches pour retrouver son origine. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Le miroir provenait d'une maison tristement célèbre dans ma région. Dans les années 1970, cette maison avait été le théâtre d'une série de crimes brutaux. Une famille entière y avait été assassinée, et l'affaire, bien que largement médiatisée à l'époque, n'avait jamais été résolue. Le miroir, selon certains forums, faisait partie des biens récupérés de cette maison avant qu'elle ne soit démolie.
Plusieurs commentaires mettaient en garde contre des objets maudits provenant de ce lieu. Ma curiosité, bien qu'alimentée par la peur, m'a poussé à approfondir mes recherches. J'ai découvert que ce miroir avait déjà changé de propriétaire plusieurs fois au cours des décennies, et à chaque fois, des histoires troublantes l'accompagnaient, des accidents inexpliqués, des décès soudains, des propriétaires sombrant dans la folie. Un soir, déterminé à comprendre ce qui se passait, j'ai décidé de tester le miroir. J'ai attendu que la nuit tombe et que la maison soit plongée dans l'obscurité. Avec seulement une bougie allumée, je me suis assise devant le miroir, prête à observer chaque détail. Pendant plusieurs minutes, tout était calme. Mais soudain, des scènes horribles ont commencé à se dessiner sur la surface. Des éclats de violence, des silhouettes criant silencieusement, des visages déformés par la douleur. Ce n'était pas un simple reflet, c'était comme si le miroir renvoyait des souvenirs profondément enfouis, ou pire encore, des avertissements. Je me suis levé en hâte, terrifié. Mais une chose était claire, ce miroir ne reflétait pas seulement mon image. Il était une fenêtre vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Après cette nuit, tout a changé. Le miroir ne se contentait plus de renvoyer des images étranges et déformées. Il semblait interagir avec moi, comme s'il avait conscience de ma présence. Lorsque je passais devant lui, je sentais une force presque magnétique qui m'attirait, m'obligeant à regarder. Mais ce que je voyais n'était plus seulement des scènes horribles du passé. Non, les reflets devenaient personnels et terrifiants. Une nuit, alors que je tentais de dormir, une sensation oppressante m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux et, dans l'obscurité, j'ai vu une lumière faible émanant du miroir, bien que ma chambre soit plongée dans le noir complet. Tremblante, je me suis levé pour vérifier. En m'approchant, j'ai vu mon propre reflet, mais quelque chose n'allait pas. Mon visage semblait différent. Fatigué, vidé, presque déformé. Derrière moi, une silhouette sombre se tenait immobile, ses contours flous mais indéniablement humains. Je me suis retourné d'un geste brusque, mais il n'y avait rien. Lorsque j'ai regardé à nouveau dans le miroir, la silhouette avait disparu, mais une autre scène s'est formée. Cette fois, c'était mon propre appartement qui apparaissait dans le reflet, mais il était en désordre, comme si une lutte avait eu lieu. Et au centre de la pièce, je me suis vu allongé au sol, immobile, le visage figé dans une expression de terreur. Paniqué, j'ai reculé, mais le miroir continuait de m'envoyer ses visions. Chaque fois que je posais les yeux sur lui, il me montrait des fragments de scènes que je ne comprenais pas. Parfois, il reflétait des événements du passé, des crimes violents, des visages inconnus. Mais d'autres fois, c'était ma propre vie qu'il projetait, ou du moins une version cauchemardesque de celle-ci. Je ne savais plus distinguer la réalité de ces visions. Les événements du miroir commençaient à se matérialiser dans ma vie quotidienne. Des objets changeaient de place, des ombres traversaient mon appartement, et des bruits sourds résonnaient dans le silence de la nuit. Une chose était certaine, ce miroir n'était pas un simple objet. Il semblait révéler quelque chose de plus profond, comme s'il captait une autre réalité, un côté sombre de ma propre existence, ou peut-être de mon futur. J'étais déterminé à me débarrasser du miroir. Cette chose ne me montrait plus que des horreurs, des fragments de vie déformés, et maintenant, elle empoisonnait mon quotidien. Mais chaque fois que je rassemblais le courage de le retirer de ma chambre, une peur viscérale m'envahissait, comme si quelque chose m'empêchait de m'en éloigner. Une nuit, après une énième vision cauchemardesque où je me voyais poursuivi par cette silhouette sombre, j'ai décidé que c'en était trop. Je l'ai décroché du mur et traîné jusqu'à l'arrière-cour. J'ai pris un marteau, bien décidé à briser cet objet maudit. Mais à chaque coup, le verre restait intact. Pas une fissure, pas une égratignure. C'était comme si le miroir se moquait de moi, invincible face à ma colère. Quand je suis rentré chez moi, épuisée et tremblante, j'ai trouvé le miroir, de retour sur le mur de ma chambre. Exactement à la place où il se trouvait auparavant. Mon sang s'est glacé. Comment était-ce possible? Était-ce une hallucination? Ou bien cette chose avait-elle un contrôle sur mon environnement, sur ma réalité? Cette nuit-là, je ne pouvais plus dormir. Je suis resté assise dans mon lit, fixant le miroir, incapable de détourner le regard. Puis, à exactement 3h33, la silhouette est apparue à nouveau dans le reflet, mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle avançait, et derrière elle, des dizaines d'autres figures indistinctes la suivaient. Elle se tenait là, immobile, me fixant à travers le verre. Mon propre reflet, quant à lui, semblait figé, comme pétrifié par la peur. Puis, sans prévenir, la silhouette principale a franchi le cadre. Elle était là, dans ma chambre. Paralysée, incapable de bouger ou de crier, je l'ai vue s'approcher lentement. La dernière chose dont je me souviens,
c'est son visage, ou plutôt, son absence de visage. Juste une masse noire qui semblait aspirer toute la lumière autour de moi. Le lendemain, ma voisine a signalé avoir entendu des bruits étranges provenant de mon appartement, mais lorsqu'elle a frappé à ma porte, personne n'a répondu. Quelques jours plus tard, le miroir est réapparu sur le marketplace, accompagné d'une description simple. Miroir ancien. Très bon état. À saisir rapidement. Tout a commencé par une simple curiosité professionnelle. En tant que journaliste indépendant, je suis souvent chargé d'enquêtes sur des sujets insolites, et cette fois, une demande particulière a attiré mon attention. Un vendeur anonyme sur un marketplace célèbre, des milliers d'avis parfaits, mais un détail troublant, aucun de ses clients ne semble jamais laisser de second commentaire. Aucun suivi, aucune critique, rien. Juste une note parfaite et le silence. Au début, j'ai pensé à une fraude classique, des faux avis pour booster les ventes. Mais en plongeant plus profondément, j'ai remarqué un autre phénomène étrange. Certains profils qui avaient acheté chez ce vendeur disparaissaient complètement. Plus d'activité en ligne, plus de présence sur les réseaux sociaux, comme s'ils avaient été effacés. Intrigué, j'ai décidé de creuser davantage. Son catalogue était simple, presque banal, des objets du quotidien, comme des lampes, des cadres photos, des outils de cuisine. Rien qui justifie un tel engouement ou de telles évaluations dithyrambiques. Pourtant, chaque produit semblait avoir une liste interminable de commentaires élogieux, toujours les mêmes phrases. Exactement ce que je cherchais. Parfait en tout point, merci pour cette expérience inoubliable. Inoubliable? Pour une lampe de bureau? Je savais que je devais aller plus loin. Alors, j'ai franchi le pas. J'ai commandé un article au hasard, une lampe de chevet. L'objet était décrit comme épuré, fonctionnel, parfait pour une ambiance chaleureuse. Rien d'extraordinaire, mais dès que j'ai confirmé ma commande, j'ai ressenti un léger malaise. Une notification est apparue sur mon écran. Votre commande est en cours de préparation. Merci pour votre confiance. Cette phrase, anodine en apparence, semblait résonner étrangement, presque comme un avertissement. Quelques heures plus tard, je recevais un mail. Votre colis a été expédié. Suivez-le en temps réel. Mon enquête venait de commencer, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que ce clic allait changer ma vie à jamais. Le colis est arrivé plus vite que prévu. Moins de 24 heures après ma commande, le livreur était déjà devant ma porte, tenant un paquet parfaitement scellé. Ce détail m'a surpris. Même les marketplaces les plus réputés ne pouvaient garantir une telle rapidité. Mais ce n'était que le début des bizarreries. Le carton était d'une propreté impeccable, sans aucune trace de manipulation. Mon nom et mon adresse y figuraient, écrits à la main avec une précision troublante. Ce n'était pas une simple étiquette d'impression automatique, mais une écriture cursive élégante, étrangement familière. Mon esprit vacilla un instant, cette écriture ressemblait à la mienne. J'ai haussé les épaules, mettant cette idée sur le compte de la fatigue. En ouvrant le colis, un parfum indéfinissable s'échappa. Pas désagréable, mais artificiellement chaleureux, comme un mélange de bois brûlé et de vanille. À l'intérieur, la lampe était soigneusement enveloppée dans du papier de soie noire, si fin qu'il semblait presque vivant sous mes doigts. Tout était trop bien organisé, trop parfait. En dépliant le papier, je suis tombé sur un manuel d'utilisation simple et clair. Mais un détail me dérangea immédiatement. Mon prénom était imprimé dans les instructions. Merci, Thomas, d'avoir choisi notre produit. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes. Je posai le manuel et inspectai la lampe. Une création banale à première vue, mais en l'observant de plus près, je remarquai un minuscule détail dans l'abat-jour, une lentille, à peine visible, incrustée dans le métal. Une caméra. Mon cœur se serra. Pourquoi une lampe de chevet aurait-elle besoin d'une caméra? Mon esprit s'emballa, cherchant une explication rationnelle. Peut-être une fonctionnalité connectée? Une erreur de fabrication? Mais aucune de ces hypothèses ne semblait tenir debout. Alors que j'essayais de me convaincre que j'exagérais, une notification vibra sur mon téléphone. Satisfaction garantie. Tester la lampe ce soir. Une sueur froide coula le long de ma nuque. Comment savait-il que je venais d'ouvrir le colis? J'ai décidé de me débarrasser de la lampe immédiatement. Quelque chose clochait, et je ne voulais pas rester plus longtemps avec cet objet chez moi. Je l'ai mise dans un sac plastique, puis je suis sorti en direction de la benne à ordures au bout de ma rue. En la jetant, un poids s'est soudainement levé de mes épaules. Mais cette sensation de soulagement ne dura pas longtemps. Le soir même, en rentrant chez moi, je suis entré dans ma chambre et me suis figé. La lampe était là, posée sur ma table de chevet, exactement là où je l'avais installée la première fois. Mon esprit cherchait des explications logiques. Peut-être avais-je confondu une autre lampe?
Peut-être quelqu'un l'avait-il récupérée et remise là pour une raison obscure, mais le modèle, les détails, tout correspondait. C'était bien celle-là. Je l'ai attrapée avec plus de détermination cette fois et l'ai mise dans un carton, scellé avec du ruban adhésif, avant de la placer dans le coffre de ma voiture. Je suis allé jusqu'à un parc éloigné et l'ai laissée dans une poubelle publique, m'assurant qu'elle était hors de ma vie. Mais à mon retour, la lampe était là. Pas dans ma chambre cette fois, mais sur la table de mon salon. Je me suis approché, tremblant, et j'ai remarqué un papier glissé sous elle. Une note écrite à la main. Nous garantissons votre satisfaction. Testez-la. La peur se transforma en panique. Je coupai l'électricité de l'appartement, pensant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague ou d'une caméra connectée à distance. Mais rien ne changea. Ce n'était pas une simple lampe, c'était autre chose. Je tentai une dernière chose. Je pris un marteau et brisai l'abat-jour en 1000 morceaux. Le choc résonna dans l'appartement, mais à ma grande surprise, la lampe semblait intacte à chaque coup, comme si elle absorbait la violence. Je finis par abandonner, épuisé, et m'effondrer sur mon canapé. C'est alors que mon téléphone vibra. Une nouvelle notification. La satisfaction complète nécessite votre coopération. C'était la goutte d'eau. Je n'avais plus de doute. Cette lampe n'était pas juste un produit, elle était liée à quelque chose de bien plus sinistre. J'ai commencé à chercher en ligne, espérant trouver des informations qui m'éclairaient. Une recherche sur le vendeur anonyme s'est avérée infructueuse au début. Son profil était maintenant désactivé, ses produits en rupture de stock. Mais en fouillant dans des forums sombres, j'ai trouvé des témoignages de personnes qui avaient vécu exactement la même chose. Un utilisateur racontait une histoire similaire, une lampe, comme la mienne, qui apparaissait toujours à ses côtés, peu importe où il allait. Un autre récit parlait de cadeaux de plus en plus étranges qui suivaient leurs acheteurs partout, jusqu'à ce qu'ils soient consommés par le produit, dévorés jusqu'à disparaître dans l'oubli. La plupart de ces témoignages étaient des copies de copies, comme si ces expériences étaient partagées entre une poignée de personnes, mais personne ne semblait pouvoir en sortir. Plus je lisais, plus je comprenais que ce vendeur n'était pas simplement là pour vendre des objets, il créait une forme de dépendance, de captivation. Les produits semblaient non seulement surveiller leurs propriétaires, mais les envelopper d'une sorte d'énergie invisible, alimentée par leur peur et désir. Ils suivaient les gens, les surveillaient, les contrôlaient, jusqu'à ce qu'ils soient totalement soumis. Je savais que je devais savoir d'où venait ce vendeur et qui se cachait derrière. Une recherche plus approfondie a révélé une adresse, une petite boutique dans une ruelle oubliée de la ville. Le site indiquait des heures d'ouverture, mais aucune information sur l'entreprise. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais y trouver, mais je n'avais plus le choix. Je suis parti en quête de réponses. La boutique était sombre, presque inexistante, comme si elle se fondait dans l'ombre de la rue. À l'intérieur, l'air était lourd et il y régnait une odeur de poussière et de cire. Des étagères chargées de petits objets étranges bordaient les murs. Aucun vendeur à l'horizon. En avançant, je tombais sur une boîte en bois sculpté, posée sur une table. C'était la même boîte qui était inscrite dans les témoignages en ligne. J'étais à deux doigts de l'ouvrir quand j'ai vu quelque chose dans le reflet du miroir qui me faisait face. Mon propre regard, mais il ne m'appartenait plus. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Le miroir s'est fissuré sous mes yeux. Et dans la brume qui en émergea, une silhouette m'a tendu la main. Je suis resté là, pétrifié, mes mains tremblant devant moi. La silhouette qui émergeait du miroir semblait me dévorer des yeux, son visage flou et indescriptible, comme s'il n'appartenait à personne. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais au fond de moi que j'étais face à quelque chose que je ne pouvais pas comprendre ni combattre. Pourtant, l'envie de fuir me saisit instantanément. Je me retournai et courus vers la sortie, mais en traversant le seuil de la boutique, j'eus l'impression que la réalité elle-même se distordait autour de moi. Les murs semblaient se rapprocher, les lumières vacillantes me donnaient l'impression d'être aspiré dans un tourbillon. Je sortis dans la rue, haletant, mais dès que je m'éloignai de la boutique, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Je remarquai que la lampe, ma lampe, se trouvait sur le siège passager de ma voiture. Elle m'attendait, comme si elle avait toujours été là, prête à me suivre, quel que soit l'endroit où j'allais. Chaque tentative de fuir n'avait servi qu'à renforcer l'illusion que je n'étais plus maître de mes déplacements, que ce produit avait pris le contrôle de ma vie. J'ai essayé de la jeter encore une fois, mais dès que je retournais chez moi, elle était là, parfaitement placée sur ma table, comme si elle me surveillait. Je n'arrivais plus à distinguer si j'étais éveillé ou dans un mauvais rêve. L'angoisse m'envahissait, et je sentais un poids lourd sur ma poitrine. Mes appels à l'aide ne trouvaient aucun écho. Je suis allé voir des amis, leur en parlant, mais à chaque fois, les lampes étaient là, comme si elles m'attendaient dans chaque endroit où je me rendais. Au bout d'un moment, je compris. Ce n'était pas un simple objet.
C'était un piège, et j'en étais la proie. Et puis un soir, alors que je me rendais compte que chaque tentative de fuite m'amènerait à nouveau vers la même issue, je pris mon téléphone et je laissai un avis sur le site, celui qu'ils attendaient depuis toujours. 5 étoiles. Parfait. Je l'ai envoyé. À l'instant où je cliquais sur soumettre, je sentis une pression étrange m'envahir. Ma vision se brouilla, et un noir profond m'enveloppa. La dernière chose que j'entendis avant de perdre connaissance fut le bruit d'une notification. Un nouveau produit a été expédié. Je naviguais sur un site de marketplace en ligne, à la recherche de petits objets vintage ou de bijoux peu coûteux, lorsque je suis tombé sur quelque chose d'inhabituel. C'était un collier simple, avec un pendentif en métal terne, gravé de motifs que je ne pouvais pas vraiment identifier. La description sous l'annonce le qualifiait de « talisman ancien de la chance ». Le prix? Seulement 5 euros. Un détail m'avait intrigué. Le vendeur avait ajouté une note étrange, presque écrite comme un avertissement. Portez-le pour découvrir votre destin. J'avais ri en lisant cela. À ce prix-là, je ne risquais pas grand-chose, pensais-je. Le profil du vendeur semblait légitime, bien que minimaliste. Il n'y avait ni photo personnelle ni information précise, seulement le pseudonyme Antique Mist. Cela ajoutait presque un charme mystérieux à l'objet. Je cliquai sur « Acheter », un mélange de curiosité et d'excitation me parcourant. Quelques jours plus tard, le colis arriva dans une enveloppe simple, sans aucune note ni emballage particulier. Le collier, cependant, avait l'air plus ancien que sur les photos. Le métal semblait usé, presque corrodé par endroits, et le pendentif, bien que petit, me donnait une impression étrange. Les gravures paraissaient plus marquées, comme si elles pulsaient d'une énergie que je ne pouvais expliquer. Je me suis dit que ce n'était qu'un bijou, un vieil objet sans valeur réelle, mais je ne pouvais m'empêcher de le fixer plus longtemps que nécessaire. Il y avait quelque chose dans ces motifs gravés, des courbes entrelacées qui semblaient former des yeux. Des yeux vides. Cela me troubla, mais je balayai cette pensée de mon esprit. Après tout, ce n'était qu'un achat impulsif. Je mis le collier autour de mon cou, sentant le froid du métal contre ma peau. Je me suis regardé dans le miroir. Il était discret, mais il avait une certaine allure. Peut-être que ça porte vraiment chance, me dis-je à voix haute, tout en riant. Je n'avais aucune idée, à cet instant, que cet objet allait changer ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La première nuit où j'ai porté le collier, tout semblait normal. Je m'étais couché tôt, fatigué après une longue journée. Le pendentif reposait froid contre ma peau, mais je n'y avais pas prêté attention. Je me suis endormi rapidement. C'est alors que le premier rêve est venu. Je me trouvais dans une pièce que je ne reconnaissais pas, une sorte de salle vide, éclairée uniquement par une lumière pâle qui semblait provenir de nulle part. Le silence y était oppressant, presque tangible. Puis, je l'ai vu. Au fond de la pièce, une silhouette se tenait là, immobile. C'était un homme, ou du moins quelque chose qui en avait l'apparence. Sa silhouette était floue, comme si elle vacillait entre deux réalités. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce furent ses yeux, ou plutôt l'absence de ceux-ci. Deux orbites noires et vides me fixaient. Il ne bougeait pas, mais j'avais l'impression qu'il m'observait intensément. Il n'a rien dit au début. Puis, alors que je voulais fuir, mes jambes restèrent paralysées. Il s'est approché lentement, ses mouvements étrangement saccadés, comme un pantin désarticulé. Lorsque la silhouette fut suffisamment proche pour que je distingue les détails de son visage, un masque déformé par quelque chose d'inhumain, j'ai entendu une voix. Elle n'était pas forte, mais le simple fait qu'elle murmure mon prénom m'a terrifié. Marie. Oh, la voix était grave, sifflante, et semblait résonner dans ma tête plutôt que dans l'air. Je me suis réveillé en sursaut, haletante, le cœur battant à tout rompre. Il m'a fallu plusieurs secondes pour comprendre que j'étais dans mon lit, dans ma chambre. Je transpirais, et ma main a instinctivement cherché le collier. Il était toujours là, froid comme si je venais de le sortir d'un congélateur. J'ai tenté de me convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve, rien de plus. Pourtant, ce rêve semblait si réel. Je me suis forcé à me rendormir, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces orbites vides, cette silhouette qui me fixait. Les nuits suivantes furent pires. Les rêves revenaient, encore et encore, devenant de plus en plus vivants. La silhouette était toujours là, et chaque fois, elle se rapprochait un peu plus. Ses murmures devinrent plus longs, plus clairs, comme s'il cherchait à me parler, à me transmettre quelque chose. À ce stade, je n'avais toujours pas fait le lien avec le collier. Mais une chose était certaine, ces rêves n'étaient pas de simples cauchemars. Ils étaient une intrusion, quelque chose d'étranger qui s'immisçait dans mon esprit. Et je savais, au fond de moi, que cela n'allait qu'empirer. Après plusieurs nuits de cauchemars, j'ai décidé de comprendre ce qui m'arrivait.
Ces rêves étaient trop réels, trop intenses pour être le fruit de mon imagination. Il y avait quelque chose dans ce collier, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. J'ai commencé par une recherche en ligne. Je suis retourné sur le site du Marketplace pour revoir l'annonce, mais elle avait disparu. Impossible de retrouver le profil du vendeur non plus. Le pseudonyme Antique Mist semblait s'être volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Cela m'a mise mal à l'aise, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être une explication simple. Le vendeur avait supprimé son compte. Cependant, une intuition étrange me poussait à creuser davantage. Je me suis mis à chercher des informations sur les talismans anciens, leur signification et leurs histoires. À force de fouiller dans des forums obscurs et des articles de blog, je suis tombé sur quelque chose qui m'a glacé le sang. Une femme racontait avoir trouvé un objet similaire dans une brocante, un collier avec un pendentif gravé de motifs étranges. Elle décrivait les mêmes rêves que les miens, une silhouette sombre avec des orbites vides, murmurant son prénom dans la nuit. Elle expliquait que, peu après avoir commencé à porter le bijou, elle avait commencé à ressentir une présence chez elle, même lorsqu'elle était seule. Son récit s'arrêtait brusquement, sans aucune conclusion. J'ai continué mes recherches et trouvé d'autres récits épars, tous liés à des objets décrits comme des talismans de chance. Chaque fois, les témoignages faisaient état de cauchemars, de voix murmurantes, et, dans certains cas, de morts inexpliquées. Une femme avait été retrouvée étranglée dans son lit, sans aucun signe d'effraction. Un homme s'était suicidé après avoir décrit à ses proches une silhouette qui le traquait dans ses rêves. Ces histoires concordaient toutes avec ce que je vivais. Plus je lisais, plus je sentais une panique sourde monter en moi. Je ne pouvais plus ignorer le fait que mon collier, ce soi-disant talisman de chance, était au centre de tout ça. Dans un accès de panique, j'ai essayé de contacter le vendeur. J'ai fouillé mes emails pour retrouver les détails de la transaction, mais il n'y avait rien. Aucune trace de confirmation d'achat, aucun message, rien. Comme si cet achat n'avait jamais eu lieu. La nuit suivante, les rêves ont pris une tournure encore plus sombre. La silhouette ne se contentait plus de murmurer mon prénom. Cette fois, elle m'a dit clairement, « Tu m'as trouvé, maintenant, c'est à ton tour. » J'étais terrifié. Il n'y avait plus de doute, ce collier portait quelque chose de maléfique. Et il semblait que je ne pouvais pas m'en débarrasser si facilement. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je devais me débarrasser de ce collier. Peu importe son origine ou ce qu'il représentait, je sentais qu'il me détruisait petit à petit. Mais ce qui s'est passé ensuite a rendu les choses encore plus effrayantes. J'ai retiré le collier et l'ai enfermé dans une boîte que j'ai scellée avec du ruban adhésif. Juste pour m'assurer qu'il ne puisse sortir, bien que je sache à quel point cela paraissait ridicule. Mon plan était simple, aller au bord du fleuve, jeter la boîte dans l'eau et ne plus jamais y penser. Alors que je conduisais, une étrange sensation s'est emparée de moi. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant, et j'avais la constante impression que quelque chose m'observait. La route semblait interminable, même si le fleuve n'était qu'à quelques kilomètres de chez moi. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, certaine que quelqu'un ou quelque chose était assis sur la banquette arrière. Arrivé au bord de l'eau, je suis sorti précipitamment de la voiture, la boîte à la main. Le vent était glacial et sifflait dans les arbres, créant une ambiance oppressante. Je me suis approché du fleuve, mes pas résonnant sur le sol humide. Mais avant de lancer la boîte, j'ai senti une étrange lourdeur m'envahir, comme si le collier résistait, refusant de partir. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration et jeté la boîte dans l'eau avec toute ma force. Elle a disparu dans les remous, engloutie en quelques secondes. Un poids semblait s'être levé de mes épaules. Mais cette sensation de soulagement a été de courte durée. En rentrant chez moi, je me suis senti épuisé, vidé de toute énergie. Je suis monté directement dans ma chambre et me suis laissé tomber sur le lit, espérant que tout était enfin terminé. Quand j'ai ouvert les yeux au milieu de la nuit, j'ai su que je m'étais trompé. Il faisait noir, mais je sentais une présence dans la pièce. Mon cœur s'est figé lorsque mon regard s'est posé sur ma table de chevet. Le collier était là, exactement là où je l'avais laissé la première fois, avant de le mettre pour la première fois. Le pendentif semblait briller faiblement dans l'obscurité, comme s'il se moquait de moi. Puis, dans le silence oppressant de la nuit, une voix a résonné, plus forte et plus claire que jamais. « Tu ne peux pas te débarrasser de moi. » Je me suis recroquevillé dans un coin de ma chambre, incapable de détourner les yeux du collier. Ce n'était plus un simple objet. C'était une encre, un lien avec quelque chose de beaucoup plus sombre que je ne pouvais comprendre. Et je savais, au fond de moi, que tout cela ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un état second. Je n'avais aucun souvenir de m'être rendormi, mais j'étais toujours recroquevillé dans le coin de ma chambre. Le collier, lui, était posé sur ma table de chevet,
exactement comme la veille. Le métal semblait encore plus usé, presque brûlé par endroits, et les gravures me donnaient l'impression de bouger légèrement, comme si elles prenaient vie sous mes yeux. J'ai pris mon téléphone, déterminé à demander de l'aide. Mais lorsque j'ai essayé de parler de ce que je vivais, les mots semblaient me manquer. Chaque fois que je tapais un message ou commençais un appel, quelque chose me paralysait. Comme si le collier exerçait une influence directe sur moi, m'empêchant de briser le silence. Alors, j'ai pris une décision désespérée. Si je ne pouvais pas m'en débarrasser en l'abandonnant, peut-être que je pouvais comprendre son origine. J'ai rassemblé tout ce que je savais et repris mes recherches, fouillant les archives en ligne et les forums occultes les plus obscurs. C'est là que je suis tombé sur une mention ancienne, un article mal traduit provenant d'un journal local des années 1800. Il racontait l'histoire d'un artisan condamné pour avoir créé des talismans maudits, vendus comme des porte-bonheur, mais liés à une série de morts étranges. Les objets étaient censés, liés, ceux qui les portaient à une entité sombre, une sorte de présence qui se nourrissait de leur énergie vitale jusqu'à ce qu'ils succombent. L'une des descriptions correspondait parfaitement à mon collier, un pendentif gravé avec des motifs en spirale qui semblaient former des yeux. L'article mentionnait que ces talismans étaient impossibles à détruire et qu'ils revenaient toujours à leur propriétaire, comme s'ils étaient attirés par une force invisible. Je me suis effondré en lisant cela. J'étais piégé. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était attendre et espérer que les rêves cesseraient. Mais au lieu de cela, les choses ont empiré. Les cauchemars devinrent des hallucinations. Je voyais la silhouette dans les reflets des miroirs, dans l'ombre des coins de ma maison. La nuit, j'entendais des pas qui résonnaient dans mon appartement, même lorsque j'étais seul. La voix ne murmurait plus seulement mon prénom, elle répétait des phrases incohérentes, me promettant que tout se terminerait bientôt. Puis, un soir, tout s'est arrêté. Pas de rêve, pas de murmure, pas de présence. Un silence total, presque assourdissant. Je croyais que c'était enfin terminé, jusqu'à ce que je remarque une chose. Le collier n'était plus sur ma table de chevet. Il avait disparu. J'ai senti un mélange de soulagement et d'appréhension. Mais lorsque j'ai allumé mon téléphone ce matin-là, un message anonyme s'est affiché sur mon écran. Pas de numéro, pas de nom. Juste une phrase, courte et glaçante. C'est à eux, maintenant. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais vu le collier. Mais parfois, dans mes rêves, je sens encore cette présence, ces orbites vides qui m'observent. Et je sais qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il reviendra. Parce qu'on ne peut jamais vraiment échapper à ce qui est lié à l'obscurité. Je cherchais un nouvel appartement depuis des semaines, désespérément. Mon dernier logement était un enfer. Des voisins bruyants, des fuites d'eau incessantes, et un loyer qui me saignait à blanc. Alors, quand je suis tombé sur une annonce sur un site immobilier, j'ai cru rêver. Un grand appartement, en plein centre-ville, à un prix défiant toute concurrence. C'était trop beau pour être vrai, mais je n'avais plus le luxe d'être difficile. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec le propriétaire pour une visite. En arrivant devant l'immeuble, une étrange sensation m'a traversé. Le bâtiment était vieux, bien sûr, mais pas délabré. Il avait cet air d'élégance fanée, comme une vieille photo jaunie par le temps. À l'intérieur, l'odeur était particulière, un mélange de bois ancien et d'humidité, mais rien de suffocant. Le propriétaire, un homme d'un certain âge, m'a accueilli avec un sourire figé. « Vous êtes chanceux », a-t-il dit d'une voix rauque. « Cet appartement est rare. Il ne reste jamais longtemps disponible. » Ces paroles m'ont fait tiquer, mais je n'ai pas insisté. Dès que j'ai mis les pieds dans l'appartement, j'ai été frappé par son état impeccable. Les murs étaient fraîchement repeints, le parquet luisait comme s'il venait d'être ciré, et la lumière naturelle inondait la pièce principale à travers de grandes fenêtres. Tout semblait parfait, presque trop parfait. Pourtant, quelque chose me dérangeait. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais l'atmosphère était étrange, comme si l'endroit était à la fois vide et plein. Je balayais la pièce du regard, et à chaque coin, je ressentais une pression sourde, un poids invisible qui semblait s'accrocher à moi. Le propriétaire me pressait. « Alors, qu'en pensez-vous ? C'est une occasion unique. Vous ne trouverez rien d'aussi abordable dans ce quartier. » Son sourire s'élargissait, mais ses yeux trahissaient une certaine nervosité. Il transpirait, essuyant son front avec un mouchoir jauni. J'ai demandé pourquoi le prix était si bas. Il a esquivé la question avec une vague réponse sur un héritage compliqué et des formalités administratives. Tout cela semblait louche, mais je n'avais pas d'autres options. Le marché était impitoyable, et cet appartement, avec toutes ses bizarreries, représentait une échappatoire à mes galères. Avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. J'ai eu l'impression, juste un instant,
que l'une des fenêtres donnait sur un paysage différent. Pas sur la rue animée que j'avais vue en entrant, mais sur un endroit sombre et boisé. Je me suis frotté les yeux, et la rue était revenue. Je me suis dit que j'étais fatigué, que mon esprit me jouait des tours. En sortant, le propriétaire m'a tendu une carte. Réfléchissez vite, quelqu'un d'autre pourrait s'en emparer. Puis il a claqué la porte derrière moi, me laissant avec une sensation désagréable, comme si j'avais oublié quelque chose d'important à l'intérieur. Quelques heures après ma visite, toujours incertain, je me suis installé sur mon canapé pour revoir l'annonce de l'appartement. Peut-être qu'un détail m'avait échappé, quelque chose qui justifierait ce prix si bas. Quand j'ai ouvert le site, mon cœur a raté un battement. L'annonce était toujours là. Pas toujours là, dans le sens où elle n'aurait pas été retirée, non, elle était là, mais différente. Le titre avait légèrement changé, et le contact associé n'était plus le même. Intrigué, j'ai cliqué. Les photos étaient identiques à celles que j'avais vues plus tôt, chaque pièce aussi lumineuse et accueillante que dans mes souvenirs. Pourtant, un détail me dérangeait. Sur l'une des images, celle du salon, j'aurais juré que le tapis était d'une autre couleur. Un détail insignifiant, peut-être, mais quelque chose au fond de moi me poussait à en savoir plus. J'ai composé le numéro indiqué dans l'annonce. Une voix masculine et sèche a répondu. « Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement au centre-ville. Il est toujours disponible ?» Un silence s'est installé à l'autre bout de la ligne avant qu'il ne réponde. « Oui, bien sûr. Vous voulez le visiter ?» Ma confusion s'est amplifiée. En fait, je l'ai déjà visité aujourd'hui avec un autre propriétaire, ai-je expliqué. Mais à peine avais-je terminé ma phrase qu'il éclatait de rire, un rire nerveux qui semblait presque forcé. « Vous devez faire erreur, cet appartement n'a pas été visité depuis plusieurs semaines. » Je suis resté figé. Avais-je imaginé tout ça? Le vieil homme qui m'avait fait visiter, l'odeur particulière du lieu, les grandes fenêtres. Tout cela semblait si réel. J'ai insisté, décrivant l'appartement dans ses moindres détails. L'homme au téléphone s'est tendu. C'est étrange, mais écoutez, si vous voulez, vous pouvez revenir le voir, on arrangera une autre visite. Contre ma meilleure intuition, j'ai accepté. Je devais comprendre ce qui se passait. Quand je suis retourné à l'immeuble, la façade semblait plus terne, presque délabrée. Une légère brume s'était levée, enveloppant le bâtiment d'une aura oppressante. À l'intérieur, l'air était plus lourd, chargé d'humidité, et les murs semblaient plus sombres, comme si la lumière avait fui. En entrant dans l'appartement, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Le parquet que j'avais trouvé impeccable la première fois était maintenant rayé, les murs portaient des traces de moisissure, et l'odeur s'était transformée en une puanteur presque insoutenable. Pourtant, c'était le même endroit. Je suis resté là, dans le salon, à observer les détails qui semblaient se transformer sous mes yeux. Une fois de plus, j'ai regardé par les fenêtres, mais cette fois, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Elle ne montrait plus la rue animée, mais un lieu sombre et silencieux. Une route déserte sous un ciel d'encre, bordée d'arbres sinistres qui semblaient se pencher vers moi. Une voix dans mon esprit murmurait que je devais partir, mais mes jambes refusaient de bouger. Ce lieu, pour une raison que je ne comprenais pas encore, semblait vouloir me garder. La décision était prise. Contre toute logique, et peut-être même contre mon instinct de survie, j'ai acheté l'appartement. Le prix était imbattable, et malgré les bizarreries, je me suis convaincu que ce n'était rien qu'un vieux bâtiment avec une ambiance un peu étrange. La première nuit, j'ai compris à quel point j'avais tort. En déballant mes cartons, une sensation de malaise a commencé à m'envahir. Chaque pièce semblait plus sombre que ce qu'elle devrait être, même avec toutes les lumières allumées. L'air était froid, presque glacial, et une odeur métallique flottait sans que je puisse en identifier l'origine. Mais ce n'était rien comparé à ce qui m'attendait. Aux alentours de minuit, alors que je m'apprêtais à me coucher, j'ai entendu le premier murmure. Faible, à peine perceptible, comme un souffle qui serpentait dans les murs. Je me suis figé, tendant l'oreille. Cela venait du couloir. Une voix. « Viens !» J'ai ouvert la porte de ma chambre pour jeter un coup d'œil. Le couloir était vide, mais le son semblait si amplifié, comme si les murs eux-mêmes me murmuraient quelque chose. Mon cœur battait à tout rompre, mais je me suis convaincu que ce n'était que le vent. Après tout, l'immeuble était ancien, et ces choses arrivaient. Je suis retourné dans ma chambre, mais le sommeil m'échappait. Allongé sur le dos, fixant le plafond, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les ombres dans la pièce bougeaient, pas à cause de la lumière des lampadaires extérieurs, mais d'un mouvement propre, presque imperceptible, comme si elles avaient une vie. Et puis, il y avait les fenêtres. Elles me faisaient frissonner à chaque fois que je posais les yeux dessus. Au lieu de donner sur la rue en contrebas,
elle semblait montrer autre chose. Une forêt dense et obscure, sans aucun signe de vie. Parfois, j'avais l'impression que quelque chose bougeait entre les arbres, mais dès que je fixais l'image, tout semblait immobile. Le clou de la nuit est venu lorsque j'ai entendu à nouveau le murmure, plus proche cette fois. Je me suis levé et, armé d'une lampe de poche, j'ai décidé de fouiller l'appartement. Chaque pièce semblait plus froide que la précédente, et à mesure que j'avançais, la voix devenait plus claire. « Sors d'ici !» Le murmure était partout, comme s'il enveloppait l'appartement entier. J'ai vérifié chaque recoin, ouvrant placard et armoire, mais il n'y avait rien. Rien d'autre que cette sensation oppressante, comme si le lieu lui-même me surveillait. Je suis retourné dans ma chambre, tremblant. Je voulais partir, mais quelque chose me retenait. Une peur viscérale, irrationnelle, que si je franchissais la porte d'entrée, il se passerait quelque chose de bien pire. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, à fixer ces fenêtres angoissantes, incapable de comprendre pourquoi elles me montraient un endroit où je n'avais jamais mis les pieds. Le lendemain matin, je n'avais pas dormi, mais je m'efforçais de garder une certaine normalité. Je pensais que la nuit précédente n'avait été qu'un mauvais rêve, un simple tour que mon esprit avait joué. Mais en me levant, je me suis rendu compte que l'atmosphère de l'appartement n'avait pas changé. Elle était encore oppressante, presque suffocante, et cette sensation de malaise persistait. Les murmures avaient cessé, mais quelque chose d'encore plus perturbant s'était installé. Quand je suis allé pour fermer les rideaux de la chambre, je me suis arrêté net. Une chose qui m'avait échappé la veille, dans la pénombre, m'a frappé avec force. Les fenêtres ne se fermaient pas correctement. Peu importe combien je les poussais ou ajustais, elles restaient légèrement ouvertes. Et derrière elles, la forêt. Ce n'était pas la rue animée que j'avais vue lors de la visite. Elle était toujours là, figée, avec ses arbres sombres et sinistres. Je suis sorti de l'appartement, espérant que l'air frais me ferait oublier l'étreinte de cette maison. Mais même dehors, cette sensation de surveillance persistait. Il n'y avait personne, bien sûr, mais j'avais l'impression que des yeux invisibles m'observaient. Je n'avais même pas eu le courage de discuter avec les voisins. Pourquoi? Parce que je savais qu'ils ne me parleraient pas de la vérité. De retour à l'intérieur, une nouvelle pensée m'a envahi. Ce n'était pas seulement l'appartement qui était étrange. C'était tout l'immeuble. Je n'avais pas vu un seul autre résident depuis que j'étais là. Les couloirs étaient vides, les ascenseurs silencieux, et les portes des autres appartements, toujours fermées, sans bruit. J'ai décidé de descendre dans le hall, juste pour me rassurer. Mais à chaque étage, c'était la même chose. Le silence. Ce qui me frappait le plus, c'était la façon dont tout semblait figé dans le temps. L'édifice paraissait abandonné, et chaque bruit, même le plus léger, résonnait dans le vide. Comme si cet endroit était une coquille vide. Mais ce n'était pas ça le plus dérangeant. Ce qui me perturbait vraiment, c'était cette certitude, cette conviction étrange et irrationnelle qui me disait que personne, absolument personne, n'était jamais entré ou sorti de ce bâtiment depuis des années. Au fur et à mesure que les heures passaient, la terreur commençait à m'envahir. Chaque bruit, chaque ombre devenait suspecte. J'avais l'impression que l'immeuble entier m'aspirait, que ses murs se refermaient lentement autour de moi. J'avais une vision fugace de ce qui se trouvait derrière ces fenêtres, une vérité que je ne pouvais pas voir clairement, mais que je savais être là, cachée. Le plus terrifiant, c'était que je sentais que ce lieu ne voulait pas de moi. Il m'avait déjà marqué, et il ne me laisserait pas partir. Je devais comprendre ce qui se passait. J'ai décidé d'aller chercher des informations, de fouiller dans l'histoire de cet appartement. Mais je savais, au fond de moi, que ce que je découvrirais ne ferait qu'aggraver les choses. Pourtant, il était trop tard pour reculer. Le soir tombait à nouveau, et je savais que je n'aurais pas la paix tant que je n'aurais pas découvert ce qui se passait réellement dans cet appartement. Les murmures, l'atmosphère oppressante, les fenêtres qui refusaient de se fermer, tout cela me hantait. Ce n'était plus juste une curiosité, c'était devenu une obsession. Il fallait que je trouve la vérité, même si elle me terrifiait. Je me suis rendu au bureau de l'immeuble, espérant obtenir des réponses. En entrant, l'agent de garde, un homme âgé à la mine fatiguée, ne m'a même pas salué. Il me regardait comme s'il m'attendait. Je me suis dirigé vers lui, et d'une voix tremblante, je lui ai posé la question. « Est-ce que vous savez quelque chose à propos des anciens habitants de l'appartement que j'ai acheté ?» L'homme m'a fixé, les yeux vides. Son regard, comme une mer calme et noire, semblait me sonder. Il m'a dit d'une voix basse, presque un chuchotement. « Personne ne reste jamais ici longtemps. » J'ai cru qu'il plaisantait, mais sa gravité m'a glacé. Je lui ai demandé des détails, ce qui, apparemment, ne lui a pas plu. D'un geste brusque, il a ouvert un tiroir et en a extrait un dossier. Il a poussé le dossier vers moi sans un mot. À l'intérieur, il y avait des copies de documents,
des contrats de vente, mais une page en particulier a attiré mon attention. Une liste de précédents propriétaires, tous avec une date d'achat, suivie d'une date de disparition. Le premier couple, décédé dans des circonstances inexpliquées. Le second, un homme seul, retrouvé mort dans des conditions étranges, sans aucune trace de lutte. Et enfin, un dernier nom qui fit frissonner chaque fibre de mon être. Celui de l'ancien propriétaire, l'homme que j'avais rencontré, et dont le sourire étrange m'avait laissé un goût amer. Sa photo accompagnait le document. Il semblait plus jeune, mais sa manière de me fixer me hantait déjà, comme si une partie de lui avait été emportée par ce lieu. Je n'avais plus de doute. Cet appartement, cet immeuble tout entier, n'était pas simplement un lieu. C'était une malédiction. Un piège invisible, tendu depuis des années, où ceux qui franchissaient la porte étaient piégés à jamais dans un cycle infernal. Je me suis précipité hors du bureau, mais en sortant, une sensation étrange m'a pris. Je pouvais entendre les murmures, encore plus forts, me suivre. En rentrant chez moi, tout semblait déformé, comme si la réalité elle-même commençait à se déchirer. Les fenêtres, ces mêmes fenêtres qui me tourmentaient, étaient à nouveau là, donnant sur une forêt encore plus sombre. Et c'est alors que j'ai compris. Les propriétaires ne disparaissaient pas seulement. Ils se perdaient dans cette réalité parallèle, cette dimension où l'immeuble était un monstre tapi dans l'ombre, se nourrissant de leurs âmes. La forêt derrière les fenêtres n'était qu'un reflet du piège, et moi, je n'étais plus qu'un simple personnage dans son histoire macabre. Il était trop tard. Je faisais désormais partie de l'histoire de cet appartement. Et il n'y avait aucune échappatoire. Je suis une passionnée d'objets anciens, une sorte de chasseuse de trésors oubliés. C'est une habitude que j'ai développée au fil des ans, à force de fouiner dans des brocantes, des vide-greniers et des marketplaces en ligne. C'est précisément sur l'un de ces sites que je suis tombé sur une annonce intrigante, une magnifique poupée de porcelaine, vendue pour une somme dérisoire. Elle portait une robe d'un blanc immaculé, légèrement jaunie par le temps, et son visage délicat était peint avec une précision presque troublante. Ses yeux, deux perles bleues, semblaient fixer directement l'objectif de la photo. La description était succincte, presque énigmatique. Poupée ancienne, unique. À adopter, mais pas pour tout le monde. Cette phrase, pas pour tout le monde, m'a amusé plus qu'elle ne m'a inquiété. Je pensais qu'il s'agissait d'une tactique de vente pour attirer l'attention. Curieuse, j'ai immédiatement contacté le vendeur, et après quelques échanges rapides, j'ai finalisé l'achat. Quelques heures plus tard, alors que je rangeais mes affaires pour faire de la place à ma nouvelle acquisition, j'ai reçu un message du vendeur. Une phrase courte, mais étrange, ne la laissait jamais seule. Je me suis figé un instant, relisant le texte plusieurs fois. Que voulait-il dire? Était-ce une blague? J'ai hésité à répondre, mais finalement, j'ai décidé de l'ignorer. Quelques jours plus tard, le colis est arrivé. En déballant la poupée, je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer les détails de son visage et de ses vêtements. Elle était encore plus belle que sur les photos. Mais, pour une raison que je ne parvenais pas à m'expliquer, tenir cette poupée dans mes mains m'a donné une sensation étrange, comme si elle pesait plus lourd que son apparence ne le suggérait. Je l'ai placée sur une étagère dans ma chambre, à côté de quelques autres objets de collection. Je ne savais pas encore que ce simple geste marquerait le début d'une expérience que je n'oublierai jamais. Les premiers jours après avoir placé la poupée sur mon étagère se sont déroulés normalement. Elle semblait à sa place parmi mes autres trouvailles. Pourtant, au bout de quelques jours, j'ai commencé à remarquer de petites anomalies. Rien de spectaculaire, juste des détails étranges, faciles à rationaliser. Par exemple, j'étais presque certaine d'avoir laissé la poupée tourner légèrement vers la gauche, mais un matin, je l'ai retrouvée face à moi, comme si elle m'observait directement. J'ai d'abord pensé que j'avais mal mémorisé sa position. Après tout, je suis parfois distraite. Mais les choses ont rapidement pris une tournure plus déroutante. Un soir, alors que je rentrais d'une longue journée de travail, j'ai remarqué que la poupée n'était plus sur l'étagère. Je l'ai trouvée assise sur le fauteuil près de la fenêtre. Cette fois, je savais que je ne l'avais pas mise là. Je me suis demandé si j'avais pu la déplacer machinalement, sans m'en rendre compte. Peut-être que j'étais fatiguée ou distraite. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est ce que j'ai trouvé ensuite. Posé sur ma table de chevet, il y avait un petit morceau de papier plié en deux. Intrigué, je l'ai ouvert. À l'intérieur, une phrase était écrite à la main, dans une écriture fine et irrégulière. Je t'observe. J'ai senti un frisson glacé me parcourir. Mon premier réflexe a été de penser à une mauvaise blague. Peut-être qu'un ami s'amusait à me faire peur, mais personne n'avait la clé de chez moi, et j'étais certaine d'avoir bien verrouillé toutes les portes et fenêtres. Les jours suivants, d'autres billets ont commencé à apparaître,
toujours dans la même écriture étrange. Certains disaient des choses énigmatiques comme « Pourquoi m'as-tu laissé seul ?» ou « Tu ne peux pas m'ignorer ?» À chaque fois, ils étaient posés à des endroits stratégiques, sur mon oreiller, dans la cuisine, ou même à l'intérieur de mon sac à main. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose d'inhabituel se passait. Je ne pouvais plus ignorer cette sensation pesante qui m'envahissait chaque fois que je passais devant la poupée. Elle semblait presque vivante, ses yeux de porcelaine suivant mes moindres mouvements. Et, même si je refusais de l'admettre, je savais au fond de moi que ce n'était que le début. Ces messages et déplacements inexplicables me poussaient à bout. J'avais besoin de réponses. Ma première idée fut de contacter le vendeur, celui qui m'avait envoyé cette étrange mise en garde. Ne la laissez jamais seule. Peut-être qu'il pourrait m'expliquer ce qui se passait, au moins, me rassurer sur l'origine de cette poupée. Je suis retourné sur le marketplace, mais l'annonce avait disparu. Le profil du vendeur n'existait plus. En fouillant mes messages, j'ai retrouvé son pseudonyme et une partie de son adresse électronique. Cela m'a permis de faire une recherche rapide, et, après quelques heures à rassembler des informations, je suis tombé sur un forum local qui parlait de lui. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Selon plusieurs utilisateurs, le vendeur, un homme nommé Alain M., était mort 3 ans auparavant dans un accident de voiture. Une collision frontale sur une route de campagne, rapportée dans plusieurs articles de presse que je retrouvais en ligne. Pourtant, c'était bien lui qui m'avait vendu cette poupée et envoyé ces messages. Je me suis persuadé qu'il devait y avoir une erreur. Peut-être qu'un proche de cet homme avait pris le contrôle de son compte, ou qu'il avait utilisé un faux nom. Je voulais me convaincre que tout avait une explication logique. Mais une autre découverte m'a plongé dans une angoisse encore plus profonde. En continuant mes recherches, je suis tombé sur un ancien post de forum écrit par Alain M. lui-même. Il y racontait une expérience étrange liée à une poupée qu'il avait achetée dans une brocante. Il écrivait « Cette poupée, elle n'est pas normale. Je l'ai enfermée, mais elle revient toujours. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. » Je me suis figé en lisant ces lignes. Alain racontait qu'il avait commencé à avoir des cauchemars terrifiants et qu'il trouvait des messages chez lui, tout comme moi. Son dernier message public disait « Si quelqu'un la prend après moi, qu'il ne la laisse jamais seule. » Ce soir-là, en fermant mon ordinateur, j'ai senti pour la première fois une véritable terreur. La poupée était toujours là, sur son étagère, mais je ne pouvais plus supporter sa présence. C'était comme si elle savait que je cherchais à comprendre son secret. Ses yeux semblaient briller dans l'obscurité, me fixant comme un prédateur guettant sa proie. Après avoir découvert l'histoire troublante d'Alain, la situation chez moi a rapidement dégénéré. Les déplacements de la poupée se faisaient de plus en plus fréquents et impossibles à ignorer. Une nuit, je l'avais laissée sur l'étagère du salon, mais le lendemain matin, je l'ai retrouvée dans ma cuisine, assise à table, ses mains délicates posées sur une tasse que je n'avais pas sortie. Ce n'était plus une question d'imagination ou d'inattention. Quelque chose, ou quelqu'un, déplaçait cette poupée. Mais ce qui m'a fait perdre tout sentiment de sécurité, c'est la découverte suivante, un nouveau billet, glissé sous la tasse, sur lequel était écrit « Pourquoi cherches-tu à savoir ?» Les nuits devinrent insupportables. Je me réveillais en sursaut, persuadé d'entendre des pas légers dans le couloir ou des rires étouffés, comme ceux d'une enfant qui jouerait à cache-cache. À chaque fois, j'allais vérifier, mais je ne trouvais rien. Pourtant, la poupée semblait toujours se rapprocher un peu plus de ma chambre, comme si elle cherchait à s'introduire dans mon espace le plus intime. Un soir, après une journée épuisante, je me suis endormi sans même éteindre la lumière. Au milieu de la nuit, un bruit sec m'a tiré de mon sommeil. Mon regard s'est instinctivement posé sur ma porte entrebâillée, et mon cœur s'est arrêté. La poupée était là, juste à l'entrée, assise sur le sol, ses yeux rivés sur moi. Pétrifié, j'ai d'abord cru que je rêvais. Mais en me levant doucement pour m'approcher, je me suis rendu compte qu'elle tenait quelque chose dans ses mains, un morceau de papier. Tremblante, je l'ai pris et lu. « Arrête. Ou tu regretteras. » C'était comme si elle savait tout. Comme si elle jouait avec mes peurs les plus profondes. Ce qui m'a encore plus terrifié, c'est que les billets n'étaient plus simplement posés dans des endroits aléatoires. Ils apparaissaient désormais dans des lieux où je passais du temps seul, comme pour me rappeler que je n'étais jamais vraiment seul. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fini par ranger la poupée dans une boîte en carton, que j'ai enfermée dans un placard sous clé. Mais même cela ne m'a pas apaisé. L'idée qu'elle puisse se libérer, qu'elle puisse encore bouger, m'a plongé dans une angoisse insoutenable. Et dans le silence de ma maison, je pouvais presque entendre des grattements venant du placard, comme si elle cherchait déjà à sortir. Ne pouvant plus supporter la présence de la poupée, j'ai décidé de m'en débarrasser une fois pour toutes. Le lendemain matin, j'ai pris la boîte où je l'avais enfermée et je l'ai placée dans ma voiture. Je comptais la jeter dans une décharge éloignée,
à des kilomètres de chez moi. Je ne voulais plus jamais la revoir. En conduisant, j'avais l'impression que l'air autour de moi devenait plus lourd, presque suffocant. Le trajet, bien que court, m'a semblé interminable. Je jetais constamment des regards dans mon rétroviseur, comme si je m'attendais à voir quelque chose derrière moi. Quand je suis finalement arrivé à la décharge, j'ai sorti la boîte de la voiture et l'ai déposée dans une zone où s'amassaient déjà d'autres objets abandonnés. Je me suis retourné sans hésiter et suis parti, sans oser regarder en arrière. Le soir même, un sentiment de soulagement m'envahit. Pour la première fois depuis des semaines, ma maison semblait calme. J'ai pris un bain chaud, préparé un dîner léger, et je me suis couché, convaincu que tout était enfin terminé. Mais cette illusion de tranquillité n'a pas duré longtemps. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé brutalement. La sensation était immédiate, viscérale, je n'étais pas seul. Mon regard s'est instinctivement tourné vers l'étagère où la poupée avait été exposée, et mon sang s'est glacé. Elle était là, assise exactement au même endroit que la première fois, ses yeux de porcelaine brillant faiblement dans l'obscurité. Je me suis levé, paniqué, le cœur battant à tout rompre. Comment était-ce possible? Je l'avais jetée, loin, très loin d'ici. Tremblante, je m'en suis approché, espérant que ce n'était qu'une hallucination due à ma fatigue. Mais sur ses genoux, il y avait quelque chose. Un nouveau billet. Je l'ai déplié avec des doigts tremblants. Cette fois, il n'y avait qu'une phrase, simple, directe, je t'avais prévenu. La peur m'a envahi comme une vague glaciale. Ce n'était plus seulement des déplacements ou des billets. La maison elle-même semblait changer. Les ombres dansaient sur les murs, des bruits de pas résonnaient à des heures impossibles, et cette sensation constante d'être observé me collait à la peau. Quelques jours plus tard, désespéré, j'ai essayé de contacter un prêtre pour qu'il bénisse ma maison, mais avant qu'il puisse intervenir, une chose s'est produite. Une nuit, alors que j'étais à bout, j'ai senti quelque chose me tirer du sommeil. J'ai ouvert les yeux, et je l'ai vue. Pas la poupée, mais une silhouette, une femme au visage déformé, qui se tenait près de mon lit. Elle me fixait, et dans sa main, elle tenait la poupée, comme un trophée. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après. Je me suis réveillé le lendemain, seul dans ma chambre, mais avec un sentiment de vide, comme si quelque chose en moi avait été brisé. Depuis ce jour, la poupée a disparu. Elle n'est plus sur mon étagère, mais je sais qu'elle n'est pas partie. Elle attend, quelque part, et je ne peux m'empêcher de penser qu'un jour, elle reviendra.